Je remercie beaucoup les amis et collègues organisateurs de ce colloque pour cette aimable et généreuse invitation. Je vous remercie à vous toutes et tous d'être présents cette matinée. L'exercice auquel nous sommes conviés, à vrai dire, présenter des mini-interventions est très ardu, très difficile, parce que on prépare, c'est pas un reproche, c'est pour vous dire mes faiblesses dans l'exercice qui va venir, n'est-ce pas? On prépare une communication entière. La résumer pour cadrer avec le nombre de minutes en partie, c'est un peu difficile, j'ai jamais su me résumer, j'essayerai de le faire. Je ne vous garantis pas toute la réussite. Bien, justement. Oui, donc, le titre de mon intervention sera Lorca ou l'Andalus. L'Andalus pour différencier avec l'Andalousie actuelle, n'est-ce pas, l'Andalus arabo-musulman ou sous-règne arabo-musulman. Lorca ou l'Andalus à venir, n'est-ce pas, à venir. C'est voulu, vous allez voir dans la communication que l'Andalus, tel qu'il est conçu, avec ce métissage, cette hybridité heureuse de différentes cultures, est un projet d'avenir. C'est ce qu'on appelle le paradigme andalou. Et ma modeste communication consistera à tracer un peu sorte de, si vous voulez, programme montrant comment Lorca, avec sa grande poésie, il était aussi grand dramaturge, n'est-ce pas, a beaucoup participé à l'enrichissement du paradigme andalou et a déplacé la morophobie, n'est-ce pas, c'est-à-dire la phobie ou la haine des musulmans, en une sereine et décisive morophilie. Voilà, donc le cas de ce poète, dans son rapport, je vais résumer, avec l'héritage andalou, et avec la personnalité, si vous voulez, des morts, M-A-U-R-E-S, et des morisques, c'est cette ressemblance entre les morts, M-A-U-R-E-S en français, et les morts, M-O-R-T-S, m'oblige à éviter, surtout dans ma prononciation de français qui n'est pas toujours très catholique, je vais parler souvent de l'arabe, de morisque ou de musulman. Voilà. Pour éviter un piège de phonétique. Donc le cas de Lorca semble être un peu délicat, parce que tout en étant très conscient, très sensible, très admiratif de legs hispano-musulmans, ou musulmans d'Espagne, on ne voit pas une trace massive ou un livre entier consacré au morisque comme il l'a fait pour les gitans dans le romancero gitano, mais une lecture approfondie de l'ensemble de son œuvre poétique nous prouvera le contraire, qu'il y a déjà une œuvre arabe de Lorca qui est déjà là, mais disséminée dans différentes œuvres. Pour sa position morale, éthique et entre guillemets idéologique, il était clair, il n'y avait pas d'ambiguïté. Déjà, le 15 janvier 1931, dans un entretien journalistique, cette déclaration est devenue célèbre. C'est en quelque sorte son credo ou sa déclaration de foi quant à la présence musulmane et autres. Il dit « Je crois que la personnalité, il dit « El ser de España », ça peut se traduire par l'être de l'Espagne ou sa personnalité, je crois que la personnalité de Grenade m'incite à une compréhension sympathique de tous les pourchassés, du gitan, du noir, du juif, du morisque, que nous tous portons en nous. Donc il y a intériorisation de l'autre. Ce n'est pas seulement quelqu'un d'autre, quelqu'un pourchassé avec lequel on montre une solidarité. Non, il y a, si vous voulez, une sorte de prise en charge affective, spirituelle et politique de l'autre qui devient, et c'est le cas pour la plupart des Espagnols, un être intérieur ou intime. Un autre intérieur ou intime. Et il continue, le cher Federico García Lorca, il dit « Grenade dégage un air de mystère de quelque chose qui ne peut être, qui n'est pas de ser, et qui, cependant, est. Et que, sin embargo, está. Qui n'existe pas, mais influe
Là, si j'avais le temps, je parlerais de cet être à la fois impalpable et concret, ressenti par l'être entier de la personne. C'est le secret d'Andalousie, le secret du désir, et le secret du duende, n'est-ce pas? Du duende que Goethe définit ainsi. C'est quelque chose que tout le monde ressent et que même les philosophes, ou ni les philosophes, ne peuvent définir. Donc pour une présence massive ou évidente des Arabes ou des Morisques chez Lorca, il faut revenir bien sûr à la poésie de Lorca et ne pas se satisfaire de ses déclarations. Il y a d'abord le divan de Tamari. Tamari, comme vous le savez, c'est un verger que la famille de poètes possédait à Grenade, qu'on appelle aussi la Huerta de San Vicente. Et ce diwan, vous remarquez d'abord l'emprunt du mot diwan, le mot persan arabisé. Tandis que pour les gitans, il a adopté aussi un nom qui leur est proche, le romancero. Donc, il contient 12 poèmes que le poète a intitulés Gazellas. Gazelle, ça ne vient pas de gazelle, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est-à-dire l'animal charmant, ça vient de Al-Ghazal, le mot arabe Al-Ghazal, qui est un prélude, un poème amoureux. Et il y a 9 autres, mauvaise liaison, 9 autres poèmes qu'il a nommés ou titrés Qasidas, tout simplement, Qasidas, qu'il écrit avec C, et ça vient, comme vous le savez tous, du mot arabe qasida, qui a deux significations, ou l'ode arabe ancienne ou antique, qui était très long, monométrique, un seul mètre, monorimique, c'est-à-dire une seule rime, et il essaye de s'approcher parce que la métrique latine ne pouvait, c'est-à-dire dans laquelle s'inscrivent aussi les langues filles de latin, l'espagnol, l'italien, le français, etc., il ne pouvait pas mimer vraiment l'ode arabe. Mais il a fait des poèmes d'allure moyenne dans lesquels, par imitation ou inspiration du qasida arabe ancien, il a tenu à ce qu'ils soient, ces poèmes-là, d'une rigueur métrique évidente. Pour les Ghazal, c'est en effet des poèmes brefs, qui sont surtout des adresses dans le sens d'interpellation amoureuse. Voilà. Donc, il y a ici une présence massive à travers les noms génériques. Et vous savez, on n'emprunte pas n'importe comment les noms techniques. Il faut, pour emprunter le nom d'un genre, il faut vraiment aussi souscrire. Donc, et c'est le cas du diwan de Tamari. Le plus important, ce n'est pas seulement les noms, c'est que l'affectivité. Je peux dire, si on peut s'exprimer de la sorte, on peut dire le régime affectif et le registre de l'émotion. Il y a une grande proximité entre Lorca et les Arabes que, malheureusement, je ne peux pas donner beaucoup d'exemples, j'essaierai de donner quelques vers. On voit une nette ressemblance qui est quand même inscrite dans l'histoire, qui relie la poésie amoureuse des Arabes à partir de Sha'r al-Udhri, la poésie dite courtoise ou platonique, à la poésie d'amour franc, Amour ibn Rabi'a et les autres, à la poésie arabo-andalouse. Et tous ces poètes-là ont été traduits en latin ou en français ou en espagnol, et on a des documents attestant que Lorca les connaissait très bien. Donc il y a une filiation, si vous voulez, dans le registre amoureux, il y a une généalogie de la poésie amoureuse dans laquelle, quand on compare le régime d'effectivité, on voit que Lorca est vraiment dans une même, si vous voulez, veine qui englobe aussi les poésies troubadours, les poésies du sud de la France. Il n'était pas le seul. Même Dante, à un certain moment, était envoûté par les troubadours et l'amour courtois arabe. Cette inscription dans une généalogie ou une histoire n'empêche pas de penser que Lorca a quand même imposé à toute cette tradition sa marque personnelle. On reconnaît la poésie de Lorca entre mille. Il y a, si vous voulez, cette affectivité blessée, cette joie quasiment infantile, mais qui est toujours sur le couperet de la tempe, la déception qui pointe toujours là,
Et on voit la trace de cela aussi de la poésie arabo-andalouse. J'espère donner tout à l'heure quelques exemples d'illustrations, parce qu'avant qu'on me dise le temps est fini, j'aimerais continuer rapidement les jalons historiques de la vie de Lorca. Un élément important nous est donné dans la préface de la seconde édition de Diwan du Tamari, que je viens de mentionner, qui a été écrite par son ami, le grand arabisant d'Espagne, c'est le plus célèbre avec Palacios, c'est Emilio García Gómez, n'est-ce pas, qui est décédé en 1995, à peine une trentaine d'années, qui était très ami de poètes, qui montrait à Lorca aussi les traductions existantes de la poésie arabe, que ce soit de l'Orient ou du Maghreb, de l'islam, et qui lui-même était poète. Donc, il certifie dans sa préface que Lorca, avant sa mort, assassiné par les phalangistes ou franquistes, avait l'intention ou avait pris la décision de faire avec lui, parce qu'il avait besoin de cette voix à la fois amicale et spécialisée, avec Gómez, faire un romancero morisco, qui serait, si vous voulez, l'autre pendant de romancero gitano. Bon, la mort l'a empêché, l'on a empêché, mais moi, ma modeste théorie est que ce romancero morisco arabe est déjà écrit par Lorca, seulement, comme je l'ai dit au début, il est disséminé dans différents recueils. Bon, dans la plupart, une grande partie des poèmes de Lorca écrits sur ces villes, les villes de son Andalousie natale, on voit la présence d'une géographie arabe, géographie à la fois réelle, si vous me permettez une tautologie, une géographie géographique ou spatiale, et une autre géographie sentimentale, historique, spirituelle, qui seconde, qui sous-tend l'Andalousie actuelle et lui donne une continuité historique et poétique. Donc, dans tous les poèmes, il y a cette présence d'une géographie double ou multiple. On voit ça, comme je dois vous donner une illustration, pas plus. On voit cela, mais ce sera trois plutôt, parce qu'il s'agit d'un texte qui s'intitule « Trois villes », Tres ciudades. Bon, ce sont les villes d'Andalousie, et on voit une présence massive, pas symbolique, ni seulement sentimentale, mais dans le nom nominatif de passé arabe qui continue à habiter le présent. Et qui est pour lui, comme je vous l'ai dit, porteur d'avenir. Donc, et les poèmes, à vrai dire, sont dédiés au saint patron, au saint gardien des trois villes. Donc, le poème dédié à Grenade s'adresse à Saint-Michel, Saint-Miguel, et le poème dédié à Cordoue, Cordoba, s'adresse à Saint-Raphaël, et celui consacré à Séville, Ishbilia, s'adresse à Saint-Gabriel. Vous allez voir le métissage qu'il montre. Il vous montre que cette angélologie et cette histoire des anges et leur présence en Andalousie est elle aussi, cette présence fourrée de métissage, d'une hybridité. Il est à la fois, si vous voulez, chrétien et morisque. Donc, parlant de San Miguel, il dit San Miguel, rey de los globos y de los números nones, en el primor barbarisco de gritos y miradores. Barbarisco, barbaresque, c'est le nom qu'on donne en espagnol aux fameuses arabesques. Et déjà, si vous voulez, ce n'est pas une confusion linguistique, cette duplicité, cette riche duplicité linguistique vous montre déjà la multiple présence des morisques en Espagne, que le poète l'adopte, il le montre comme élément à la fois pictural et linguistique et historique. Ça, c'est une simple donnée que je signale. Il y aura davantage de sophistication dans son approche des autres villes. Donc, c'est une marque, si vous voulez, de ce que Américo Castro, le grand historien espagnol, qui, dans les années 60 du siècle passé, a écrit La Realidad Histórica de España,
la réalité historique de l'Espagne, et a donné sa leçon indépassable que c'est vain de penser le passé espagnol en éliminant les Arabes. Pour lui, matériellement, c'est impossible. Et bien sûr, c'est un livre d'histoire qui a fait effet. Et quand il l'a écrit, il était encore exilé à Cuba, je crois, au Mexique, mais je crois à Cuba. Pour ça, Michel, donc, il a écrit en évoquant les barbaresques arabesques. Dans le poème dédié à Cordoue, Lorca qualifie Saint Raphaël d'Arcángel Alchamiado. Archange Alchamiado, c'est un mot intraduisible que tous les spécialistes d'Espagne ou de passé arabe en Espagne connaissent. C'est la façon dont les Morisques écrivaient l'espagnol en alphabet arabe. Peut-être pour le cacher à l'Inquisition, qui n'était pas si dupe que cela. Hein, il contrôlait la situation avec une manne de fer, comme vous le savez. Mais en tout cas, ils ont pris l'habitude de faire cette écriture que je dirais chiffrée, camouflée. Donc ici, il y a beaucoup de détails à lire. Si on veut faire une lecture calme, écrite, j'espère le faire dans la communication écrite, n'est-ce pas? Il dit Arcángel Alchamiado. D'abord, c'est comme si le corps de l'ange est devenu une sorte d'écriture. Il y a ici une translation d'un régime à l'autre. Et puis, Alchamiado lui-même porte le poids de l'interdit, de mise en secret. Donc, il y a, si vous voulez, une dimension, un volet quelque peu tu ou interdit par juste une catégorie d'Espagnols que le poète cherche à dénicher et à mettre en relief. Ensuite, le troisième élément, ça concerne, je crois, Séville. Alors, tout un développement tardif, vous faites bien de me le dire, j'ai encore 5 minutes, non? 4 minutes. Non, disons 5. Oui, non, parce que il faut quand même que je donne au moins en grande ligne tout le programme, sinon ce sera imputé, ce sera une introduction à ma pauvre communication. Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais là, on perd de temps, là. Le temps n'est pas compté dans mon temps, là. Donc, voilà. Bon, il y a un défaut de français dans la traduction française consacrée qui est celle de la Pléiade chez Gallimard. André Belmiche, c'est un monsieur respectable, mais c'est la mentalité de traducteur des années 50 du XXe siècle. Maintenant, on a changé en traduction, on est attentif, plus attentif aux détails, n'est-ce pas, aux nuances. Donc, Arcángel Alchamiado, que j'ai expliqué, il est traduit par Arcángel à demi-arabe. À demi-arabe. Là, on perd un mot qui disait justement le métissage, l'hybridité et la multiplicité historique. Pour Saint Gabriel, l'arcángel Saint Gabriel, entre Azucena y Sonrisa, bisnieto de la Giralda. Donc, Gabriel, Saint Gabriel, il est défini comme étant le petit-fils de la Giralda. Vous connaissez la Giralda ou Giralda, c'est le fameux minaret d'une mosquée ou de la mosquée, la grande mosquée d'Eshbilia. Il a encore une fois, on voit la plasticité, je le dis rapidement, de Lorca, n'est-ce pas, hein? Un ange qui descend de la Giralda. Ce sont des anges chrétiens, dont il fait des petits-fils d'une mosquée musulmane par définition. Il traversait les frontières, il détruisait, il déconstruisait toutes les cloisons qu'on mettait entre les cultures, les religions, les époques, les espaces, etc. Peut-être en effet ça, ces exemples suffiraient pour vous dire que la présence des Arabes et des musulmans, parce qu'il n'y a pas que les Arabes dans cette aventure, il y a aussi les Berbères, est dite sur tous les plans, affectifs, symboliques, il est symbolisé aussi, plastique, il y a une vue d'espace et des éléments qui peuplent l'espace. Donc c'est une politique complète, intégrale, comme on le voit toujours chez Lorca. Je dis Rilke et Lorca, c'est les deux poètes sur lesquels j'ai travaillé. J'ai traduit tout Rilke en arabe. Excusez-moi cette confusion. Il y a des éléments qu'on a découverts après, par exemple la biographe française de Lorca, Madame Boulignon, a publié chez mon éditeur français, Aden, une biographie critique, c'est-à-dire qui concerne la vie et l'œuvre en 1000 pages.
Et elle montre que dans sa jeunesse, déjà quand il avait 17 ans, il écrivait dans les journaux locaux des articles dans lesquels il citait les poètes arabes d'Andalus, mais aussi les persans, donc musulmans, Omar el-Khayyam et Hafiz Shirazi. Plus encore, il a signé certains articles du pseudonyme Abu Abdullah Lorca. Ça me rappelle Rimbaud, qui a signé l'une de ses dernières lettres envoyées à Dadin quand il était. Voilà, je vais vous dire, le pseudonyme n'est pas loin. Quand il était déjà amputé d'une jambe à cause de la gangrène qui lui enlèvera sa vie, il a signé Abdou Rambo. Abdou Rambo, c'est-à-dire son serviteur, ou le serviteur de Dieu, Rambo. Et donc, pour moi, j'espère pouvoir le dire en une minute, le choix de pseudonyme, comme vous le savez, n'est pas anodin. On ne choisit pas n'importe comment un pseudonyme. Soit on marque une distance avec le pays d'origine, et c'est le cas et pour Rambo, et pour une certaine Espagne, pour leur cas, soit pour marquer une affiliation à une autre culture. Donc les deux éléments sont là, et je me rappelle l'article, le magnifique article de Roland Barthes sur Proust et les noms. Les noms des personnages, des romans aussi, on ne les invente pas n'importe comment. Donc, c'est beau. Voilà, la dernière minute de la conclusion. Encore une fois, Lorca, si pour la poésie il s'inscrivait dans une tradition qui englobe le romancero espagnol ancien, Góngora et d'autres, parce que Góngora aussi a défendu les gitans, les juifs et les morisques. Pour ce travail intensif sur l'Espagne, il s'inscrit aussi dans une tradition qui commence justement par Góngora, qui englobe l'historien que j'ai cité, Amílcar Castro, le romancier espagnol qui se voulait Marrakchi, Juan Goiti Solo, paix à son âme, c'est un ami que j'ai traduit aussi en arabe, et ça enrichit, comme je l'ai dit au début, le paradigme andalou, ça lui ajoute d'autres couches, ça donne des preuves de poésie, c'est pas de la fiction, poésie c'est une science réelle, n'est-ce pas, de l'histoire et de l'âme, des preuves poétiques, esthétiques, de cette façon qu'avait, dernière phase vraiment, qu'avait l'humorisme en général de sous-tendre, de constituer une sorte de duplicata créatif de ce qu'il appelait el ser espagnol, l'être espagnol ou la personnalité espagnole. Je vous remercie, je vous invite à lire ma communication, elle sera beaucoup plus riche que ce que je viens de dire.